c'était Douglas Harding donc, qui présentait la vision sans tête. Il était malheureusement décédé en 2007, à 97 ans, juste avant que je rencontre profondément ses expériences. Et en fait, ces expériences très simples m'ont amené à reconnaître ma vraie nature. Et donc j'ai envie de partager avec vous, et je partage souvent les expériences de Douglas Harding. En fait, je me suis intéressé à la pédagogie non duelle, très tôt, à la pédagogie de comment accéder à ce que nous sommes déjà, aux techniques habiles. Et donc, on va dire que j'ai pioché dans diverses traditions, ce qui me semblait être facile pour moi-même et pour les autres. Et parmi les choses les plus directes et les plus simples que j'ai jamais rencontrées, et qui résument toute la tradition de ce dont on parlait ce matin, il y a les expériences extraordinaires de la vision sans tête de Douglas Harding. Douglas Harding, c'était, on pourrait dire, il est sorti d'une secte chrétienne où ses parents, dans lesquels ses parents vivaient, donc il y avait un grand rejet de l'autorité extérieure, ce qui l'a aidé à chercher par lui-même. Il était aussi architecte, donc vous verrez l'importance que ça a, puisqu'il s'est éveillé à sa vraie nature en regardant un dessin. Incroyable. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, il a vraiment suivi un chemin d'éveil extraordinaire qui est très très bien relaté dans ce livre, dans cette BD, qui a été écrite par Richard Lang, qui en Angleterre est payé par les sous que génère la vente de livres de Douglas Harding pour partager ce message universel. Et quand Douglas s'est éveillé à sa vraie nature, il n'a eu de cesse que de le partager dans le monde entier, à travers des expériences extrêmement simples. Par ces expériences de la vision sans tête, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, ceux qui ne le connaissent pas, il résume 6000 ans d'histoire spirituelle. C'est exactement la même chose que ce à quoi nous invite Ramana Maharshi, l'investigation du soi. C'est la même chose de retour à Je suis, auquel nous invite Nisargadatta Maharaj. Quand dans la Katha Upanishad, il est dit parfois une âme intrépide en quête d'immortalité s'est retournée en arrière pour redécouvrir sa vraie nature, c'est ça. Il invite à une révolution de l'attention à 180 degrés vers ce que nous sommes déjà, mais de façon extrêmement simple et expérientielle. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, si nous devions nous asseoir en silence, fermer les yeux pour s'éveiller, il y a une condition. Moi, je vis les yeux ouverts la plupart du temps. Et je veux vivre l'éveil, les yeux ouverts, en relation avec vous, avec les sons, avec les émotions, avec les pensées. Alors, on va faire cette pratique ensemble. Toutes les expériences que je vous proposerai de faire, évidemment, si vous me regardez les faire, ça ne sert à rien. Parce que vous êtes votre propre autorité, donc c'est vous qui devez ramener la conscience à la conscience. Donc, je vous invite à le faire par vous-même. Cette expérience que je vais vous partager ici, ça a été vraiment une expérience illuminatrice pour moi. Je l'ai fait des milliers de fois. Hein. Je le faisais 30, 100 fois par jour. J'avais du temps à l'opéra, dans les coulisses. Même sur scène, je le faisais tout le temps, parce que je ne voulais que ça. Donc on ne retourne pas sa conscience 1 heure le matin en silence, et puis après, non. Ramana Maharshi n'a jamais dit que c'était 1 heure, c'est tout le temps que vous remettez en question qui vit l'expérience, qu'est-ce qui est conscient, jusqu'à ce que vous vous établissiez fermement dans cette évidence. Il y a 30, 40, 50, 60 ans de conditionnement derrière. Voilà. Donc, le retour à qui vous êtes vraiment se fait rarement en une seule fois.
je ne connais guère que Ramana Maharshi, par ouï-dire, qui s'est laissé envahir par une NDE, Near Death Experience, comment on dit en français une expérience de mort imminente, ou plutôt en tout cas la peur de la mort, et qu'il a laissé envahir, et il a vu qu'il ne mourrait pas, qu'il était seul la conscience. Et il n'a jamais parlé de retour vers le voilement à nouveau. Il avait 16 ans, c'était Ramana Maharshi. Mais en général, la plupart des êtres humains que je fréquente, que je côtoie, qui sont sur ce chemin d'éveil ou qui ont réalisé leur vraie nature, ont eu besoin d'investiguer un certain temps, la temporelle. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça, pour s'y installer. Et donc je faisais sans cesse cette expérience-là jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne ma seconde nature, en fait, ma vraie nature, tout simplement. Ça s'appelle se revêtir d'espace. Vous savez que quand on est baptisé dans l'Église, c'est une façon de relier le petit enfant à Dieu, à sa transcendance. Et pareil à la communion, de façon plus consciente, entre guillemets. Et bien là, ce n'est pas l'eau lustrale qu'on va s'appliquer, c'est l'espace de pureté dont nous allons nous revêtir. Vous allez voir, c'est très beau. Donc vous allez tenir comme ça, entre vos deux mains, un espace qui, je suppose que vous êtes d'accord, est vide, complètement vide. Cet espace n'est ni français, ni suisse, ni danois, ni allemand, ni russe, ni ukrainien, ni rien du tout. Il n'est ni masculin, ni féminin, LGBT, il n'est ni vieux, ni âgé, ni jeune. Il n'a pas d'identité. Il n'est ni ceci, ni cela. On est d'accord avec ça? Il n'a pas d'adresse, pas de travail, pas de possession. C'est un absolu espace de non-savoir. Parce que cet espace est complètement vide d'identité, il est aussi atemporel. On est d'accord avec ça? C'est-à-dire, vous pouvez pressentir que ce sympathique atelier apparaît au sein de cet espace, et que cet espace était là avant l'atelier de Moreno. Il était là peut-être même avant la rivière, même peut-être avant la Suisse, peut-être avant l'Europe, avant le monde, avant la Terre, avant le Big Bang. Il y a quelque chose qui est atemporel dans cet espace, vous voyez. Et parce qu'il est atemporel, il accueille toutes les choses temporelles, tous les tableaux, vous voyez. Il ne dit pas ça c'est beau, ça c'est moche, ça c'est grand, ça c'est petit, ça oui, ça non, j'aime pas. Il accueille. On est d'accord avec ça? C'est un espace d'accueil absolu. Pourquoi? Parce qu'il est vide. Donc il accueille. Si on ouvrait, par exemple, la télé, et qu'on laissait cet espace, les programmes télé apparaître dans cet espace, toutes les horreurs seraient accueillies. Que ce soit les émissions sur les serial killers ou sur le Bouddha, cet espace l'accueille. Il le constate, il accueille, c'est tout. Donc c'est un espace d'accueil inconditionnel. Alors, si j'étais ça, c'est bon. Je veux dire, j'ai réalisé ma vraie nature, on est d'accord quand même. Ce sont des qualités que l'on confère aux divinités. L'amour inconditionnel. Ça ne peut pas être moi. Bon, c'est sûr que ce n'est pas Dan. Ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir à travers cet espace. Alors, je sais, ça fatigue un peu. Mais vous pouvez, par exemple, poser les mains et regarder à travers cet espace comme ça, ou trouver un moyen, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, vous le tenez devant vous, comme ça, c'est important. Il y a 3 choses qui me font dire que je ne suis pas ça. D'abord, cet espace ne semble pas être conscient de ce qui en lui apparaît. D'accord? J'en ai pas la preuve. Cet espace ne semble pas non plus être conscient de lui-même en tant qu'espace conscient. Et puis, troisièmement, cet espace n'est pas là où je suis. Et je serais quand même un peu fou de penser que je suis là où je ne suis pas. C'est schizophrène, non? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir cet espace, regardez, comme une fenêtre ouverte. Et là,
je vais vous demander lentement, là par contre, de tendre les bras, là, juste pour ça. Je sais que ça demande des efforts, mais il faut faire quelques efforts pour s'éveiller. Vous allez vous revêtir de cet espace, très lentement. C'est comme une fenêtre ouverte à travers laquelle vous plongez le regard. Et très très lentement, millimètre par millimètre, les bords de la fenêtre se floutent progressivement. Et vous vous revêtez de cet espace, lentement, lentement, vous regardez devant vous et vous voyez disparaître dans le flou, dans l'inconnu, les bords de la fenêtre jusqu'à ce qu'ils aient complètement disparu et que vous soyez revêtu totalement de cet espace qui tout à l'heure était là-bas, mais qui maintenant est l'espace à partir duquel vous percevez. C'est étrange, cet espace me va comme un gant. En fait, je me suis revêtu d'un espace que je suis déjà. Mais ce n'est paradoxal que pour le mental. La conscience elle-même, soudain, cet espace se rappelle à lui-même qu'il avait toujours été là. Vous pouvez d'ailleurs recommencer l'opération lentement, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, l'ayant pratiqué des centaines de fois par jour. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de laisser apparaître, disparaître des mains, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait ce matin quand on a réalisé ensemble la permanence de l'arrière-plan de conscience? On a réalisé que les pensées apparaissaient, disparaissaient, les sensations apparaissaient, disparaissaient, toute perception apparaît, disparaît, le monde apparaît, disparaît, le corps apparaît, disparaît, le mental apparaît, disparaît. Mais la conscience n'apparaît pas, ne disparaît pas. Et là de même, les mains disparaissent, mais en disparaissant, elles révèlent. Tu n'étais pas là tout à l'heure. On découvre. Tu n'étais pas là tout à l'heure. T'étais là. Oui. Actionna. Oui. Tout d'un coup, tu m'apparais pour la première fois. C'est ça l'espace. C'est tout d'un coup, on est subjugué. C'est la première fois que je vous vois. Ce regard, il regarde toujours à travers vous. C'est absolument mystérieux. Il n'y a personne qui regarde. Vous êtes surpris, quoi. C'est la première fois que vous voyez, en fait, les choses. Parce que c'est pas Eric, c'est pas Patrice, c'est pas Steve, c'est pas Dan qui regarde. C'est l'espace. Cet espace était déjà là, c'est vrai. Mais vous n'en aviez pas conscience comme maintenant. Est-ce que vous sentez cette amplification, cette intensification de l'évidence de regarder à partir d'un endroit qui est avant la pensée, avant le jugement? Un voir qui accueille, un voir qui est espace d'accueil, qui n'est pas actif. C'est pas je regarde. Non, le monde apparaît dans cet espace. Vous êtes cet espace d'accueil, cette ouverture au-dessus des épaules, on pourrait dire, mais il ne faudrait pas la situer. Mais vous réalisez que c'était là, avant la pensée. Quand j'étais bébé, c'était là, avant de savoir que j'étais un bébé. N'hésitez pas à le refaire. Vous pouvez le faire de différentes façons. Ouais. Comme je suis souvent à l'opéra, et le rideau peut s'ouvrir de différentes façons. D'ailleurs, souvent, je m'amuse, je suis derrière la scène, je suis en coulisses, et je m'amusais à faire ça. Oui. Tout d'un coup, le monde apparaît pour la première fois. Parce que vous pensiez peut-être regarder le monde à travers une tête, deux petits yeux, un cerveau, quelqu'un. C'est moi qui regarde. Non. Dan ne regarde pas. Vous voyez Dan avec deux yeux, donc vous vous dites Dan regarde le monde. Donc moi je suis comme Dan, je suis un garçon, une fille avec deux yeux, avec un cerveau, enfin, j'espère. Et
Donc je suis comme lui, je regarde à travers ce masque-là. Mais ce n'est pas la réalité. En fait, ce n'est même pas vous qui percevez. C'est quoi qui perçoit là, à travers vous? Qu'est-ce qui perçoit? Que de l'espace. Il n'y a que de l'espace. Mais c'est un espace conscient. On est d'accord? Il est conscient. Et l'espace, il n'est pas là-bas. Parce que regardez, vous pouvez percevoir là tous les points de l'espace, d'accord? L'espace mesurable en GPS. Hein. Vous pouvez voir, voilà, là, par exemple, c'est un certain point dans l'univers, là, un autre point, il y a des points partout. Mais tous ces points de l'espace, entre guillemets, l'espace qu'on appelle l'espace, hein, ils apparaissent où? Ici. Ici. Et cet espace ici n'est pas localisé, lui, dans l'espace. Il contient l'espace. L'espace apparaît dans cet espace. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là, tout ce que vous percevez là, ça apparaît, vous pouvez pointer vers cet espace comme ça, un peu loin, apparaît dans cet espace ouvert vers lequel le doigt pointe en cet instant. Dans cet espace conscient, ouvert, totalement passif. Mais quand on dit « je regarde », on a l'impression que je fais quelque chose pour regarder. Pourquoi? Parce que le mental se surajoute. Comprenez? C'est ça qui crée l'attention vers un objet. Mais en réalité, s'il n'y a pas de mouvement d'attention, je suis déjà l'ouvert. Donc, ce que je suis réellement, ce n'est pas une tête, c'est une absence de tête. Et dans ce vide que je découvre au-dessus de mes épaules, cet espace ouvert, parce qu'il est transparent, je vais prendre conscience des couleurs. D'accord? Parce qu'il est transparent, je vais découvrir l'opacité. Les visages, mon visage, il est opaque pour vous. Mais de votre côté, c'est transparent. Vous voyez un âge ici. Est-ce que vous avez un âge de votre côté? Est-ce que ce n'est pas sans âge ici? Donc vous n'êtes pas une personne. Vous ne percevez pas le monde en tant qu'une personne. Il y a l'idée mentale qui se surimpose dans cet espace et qui dit c'est moi qui regarde. Ça permet d'avoir des relations, ça permet de créer une entreprise, ça permet plein de choses, et c'est bien. Mais essentiellement, vous êtes cet ouvert qui accueille le monde et qui accueille d'ailleurs, regardez le corps là. Vous avez comme moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'handicap particulier. Vous avez 2 jambes, 2 bras comme moi, et un buste. Et si vous suivez le pied gauche, la cheville, mollet, tibia, genou, cuisse, bas-ventre, ventre, poitrine, et à un moment donné, hop, il n'y a plus rien. Majeur, à gauche, la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, biceps, triceps, épaules. Rien. Je suis au bout du monde. Rien, ici, tout là-bas. Mais en réalité, le là-bas apparaît ici. Mais j'ai pas de tête. Et parce que j'ai pas de tête ici, pour moi, l'éveil c'est pour vous. D'accord? Vous n'allez pas vous éveiller pour moi je m'en fous. C'est votre éveil. C'est pour vous que vous êtes transparent. Vous ne voyez pas votre propre tête en ce moment, n'est-ce pas? Et parce que vous ne la voyez pas, par cette absence, se révèle une présence mystérieuse, accueillante. Est-ce que pour quelqu'un, c'est pas clair ça? C'est ouvert au-dessus de vos épaules, cette ouverture-là. C'est ça que... Oui. Cet ouvert-là que je suis en ce moment. Oui. Mon voisin de droite, de gauche et de gauche et de gauche ont un autre ouvert qui en fait est le même. Ah non, oui, c'est ça. C'est ça que mon mental aimerait bien pouvoir analyser et comprendre pour que enfin j'accepte ça. C'est-à-dire qu'en fait,
comme c'est en dehors du temps et de l'espace, c'est la même chose à plein d'endroits différents. Oui, je peux pressentir que l'ouvert chez moi est le même chez vous. On a des corps différents. Mais pourtant, je regarde la rivière et toi, tu regardes le même. Oui, mais c'est... L'ouvert est c'est vrai, mais parce qu'il passe par un... C'est-à-dire que tes informations que tu perçois du monde sur ton tableau de bord, là, sur ton cockpit, sont liées à l'orientation du corps mental et aux limitations inhérentes du corps mental. Ce ne sont pas les limitations inhérentes à la conscience. Mais momentanément, pour que cette conscience puisse prendre conscience d'elle-même, avoir des points de vue différents sur elle-même, il faut qu'un être humain apparaisse au bout de 13,8 milliards d'évolutions, semble-t-il, et que cette conscience puisse se rappeler d'où elle vient. Mais la façon de percevoir le monde est limitée par les capacités limitées du corps. Mais néanmoins, tu as des pensées différentes, on a chacun des perceptions différentes, des sensations différentes, des émotions différentes. Est-ce que la présence, la conscience, qui est consciente de ces sensations, elle a une forme, elle a une limite, elle a une couleur, elle a une identité? Maxime? Alors si elle n'a pas ça, elle est infinie. Le mental ne pourra pas le comprendre. Il doit se résorber dans cette présence. Et tu dois voir à partir d'elle. Et petit à petit, le mental sortira en ayant baigné, en ayant macéré dans ce silence, sans confusion. Mais vous pouvez pressentir que c'est la même présence, non? Il se reconnaît à elle-même de 1000 façons différentes. La façon dont on va en parler va être différente. Par exemple, mon ami José Leroy, qui présente la vision sans tête, va en parler de façon différente. Toi, tu vas en parler de façon différente. Mais l'espace, l'expérience de l'espace, d'être conscient, d'être conscience, est silencieuse. Et c'est la même non-dualité, c'est le même un qui se reconnaît, qui est amour, accueil inconditionnel, plénitude, absence de manque, absence de conflit, absence d'ignorance. On peut le définir de façon négative, on pourrait dire, pour être au plus juste, tu vois. Et quand on va se mettre à en parler, bien sûr que j'aurai une coloration différente que, par exemple, mes amis Marion et Gérard, ou José Leroy, vous voyez? Mais c'est le même espace. Alors, vous voyez, c'est très simple de se rappeler comme ça. Qui suis-je? Ah. L'investigation du soi, c'est quoi? C'est se poser la question, vous sentez une tristesse, qui est triste? Vous sentez une joie, qui est joyeux? Et l'investigation du soi, c'est de ramener l'attention vers la conscience, qui, elle, de façon inhérente, n'est pas identifiée à quelqu'un. Donc, vous pouvez faire ça simplement. Ah, vous vous rappelez, ah, mais je suis cet espace. C'est juste que j'avais surimposé un imaginaire comme quoi j'étais Dan. Portable, ça sert à quelque chose. Vous voyez, là, je vois Dan, il est là-bas avec mon portable. Il est d'ailleurs assis entre Actionneur et Morino. Il est là-bas. Mon apparence humaine, elle est là-bas pour moi. Mais ici, au centre, à 0 cm de moi-même, je suis pur accueil. C'est bon, pour toi, ça se fait beaucoup les selfies. Ça
Et selfies, ça serait beaucoup. Euh, Les gens qui se regardent d'aller. oui, Et c'est justement marrant. et oui, c'est un paradoxe parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent par an. J'ai appris qu'il y avait une centaine de gens qui mouraient par an en se prenant en selfie. Vous voyez. Je suis celui là-bas et oh merde, ouh, il y a une chute là. Mais 100 mètres en bas. Mais là, nous allons nous servir de façon paradoxale du miroir pour voir que je ne peux pas être celui-là dans le miroir. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez un peu la vitesse de la lumière? Il y a des scientifiques ici. 299 000 mètres par seconde. Donc si le soleil venait à disparaître, il faudrait combien de temps pour que nous nous en apercevions? 8 minutes. Bravo, il y a des gens qui ont un calcul mental très rapide. C'est nécessaire pour s'éveiller. Donc, entre moi et ce miroir, il y a un temps. Il faut un temps. Est-ce qu'il faut un temps pour s'éveiller? La conscience, elle est hors du temps. À 0 cm, je suis à 0 seconde. Évidemment, c'est 0,0000001 seconde. Donc c'est un très petit temps. Et notre conscience humaine ne peut pas s'en rendre compte. Si je mettais 5 secondes, je m'en rendrais compte. Mais il y a un temps. Ici, je suis le non-temps ici. Je ne dis pas que ça sert pour me raser le matin, pour faire ma petite coiffure, tout ça. Mais en réalité, ça peut aussi me servir, on va le voir peut-être, pour faire une photo en vision sans tête. Une photo en vision sans tête, ce serait par exemple ceci. Donc cet appareil diabolique qui est le portable peut aussi nous servir, non pas à faire des selfies, mais des photos du self, du soi, c'est-à-dire à partir du self. C'est ce qu'on appelle au cinéma la vision subjective, caméra subjective. Vous avez déjà vu des films avec... Oui, vous avez vu des gens faire des acrobaties avec une caméra, c'est d'ailleurs impressionnant. Du coup, vous vous mettez à la place de la personne. Dans le film Avatar, vous avez tous vu Avatar, le premier? Non? Vous vous souvenez, quand je sais que c'est un film assez connu, quand il rentre dans l'avatar, il y a un black out, écran noir, on suppose qu'on peut télétransporter la personnalité dans un autre corps, et il se retrouve dans un corps de 3 mètres de haut, et bleu, et on voit ses membres longs apparaître comme ça. Et c'est comme ça que vous voyez. Vous ne voyez jamais votre visage. Mais vous l'avez imaginé. Et vous l'avez posé ici en imaginaire. Et c'est pour ça que vous vivez dans une ignorante ignorance. Parce que du coup, il y a des confrontations avec les autres. Donc ce qu'on va faire maintenant, avant de déjeuner, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas trop à cheval sur les horaires, j'ai cru comprendre que vous étiez assez soft ici, c'est la Suisse un peu française, c'est ça, italienne, tranquillo. Donc on va se mettre tous en face, on va dire à face, puis on verra si c'est vrai. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui
Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis tué et ici tous osmose. Je suis tué, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.